Et les marchés financiers qui entament cette semaine du bon pied, le CAC 40 gagne 1,5%. Voilà, si vous voulez trouver un actif français qui marque des points, eh bien, il est sur les marchés financiers, donc avec ce CAC aujourd'hui à 4254 points. Avec Jean-François B. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. Directeur général de Morningstar France. Alors on le disait, les marchés actions européens dans l'ensemble qui entament bien cette semaine, mais parallèlement les actifs refuges restent tout à fait recherchés. On voit encore des plus bas aujourd'hui sur les rendements obligataires souverains. Oui, on est dans une schizophrénie totale sur les marchés. Si vous avez suivi la semaine dernière les marchés actions sur le CAC 40 par exemple, post-Brexit, au niveau du Brexit, on était autour de 4400, 4500 points. Ça a reflué très fortement vers les 4000 points. Et forcément, on a deux scénarios qui s'affrontent. Les premiers sont plutôt optimistes en disant, vous inquiétez pas, le Brexit, post-Brexit, il n'y aura pas trop de contagion sur la zone euro. J'en veux pour preuve les chiffres de la Banque de France dernièrement, qui confirment la croissance au deuxième trimestre à 0,2%, qui confirment aussi une croissance à 1,6% en France, et les indicateurs en zone euro restent aussi relativement positifs. Puis de l'autre, on a un vrai scénario pessimiste de contagion, au contraire, en zone euro. On va avoir sur notamment les banques, en provenance des banques, forcément un incendie qui va se propager. Et donc là, dont on a peut-être des prémices à travers les banques italiennes qui inquiètent pas mal depuis quelques jours, post-Brexit d'ailleurs. Oui, si vous prenez les indicateurs de taux, effectivement, les taux allemands n'arrêtent pas de refluer. On bat des records. On est pratiquement proche des moins 0,20% sur le 10 ans allemand. Ça montre bien que le thermomètre sur cet actif refuge et quand même indique quand même que le malade, il y a une certaine fièvre et que le feu couve encore. Si on regarde les spreads entre l'Europe du Sud et l'Allemagne, donc forcément, si vous êtes inquiet d'un risque de contagion sur les pays de l'eurozone, vous regardez tout de suite les taux portugais, les taux italiens, les taux espagnols, et les spreads ont eu tendance à monter. Et donc vous dites, tiens, les marchés obligataires de pricer en fait ce risque de contagion. Pareil sur les marchés actions, depuis un an et encore plus depuis le Brexit, les valeurs bancaires sont dans la tourmente. Si vous regardez les contributions à la baisse dans le CAC 40, depuis un an ou depuis le début de l'année, Crédit Agricole, Société Générale, AXA, BNP sont parmi les plus fortes baisses en fait des indices. Je crois que sur un an, on doit être à moins 43% sur le Crédit Agricole, donc une baisse extrêmement forte. Oui. Et sur les banques italiennes, on a du moins 85% sur un an. Sur les Monte dei Paschi, les Unicredit, la deuxième, troisième ou quatrième banque italienne font du moins 85% sur un an. Alors ça s'est fait sur un an, donc on ne parle pas de crack comme ça s'est fait sur un an, mais en termes de performance pure, ça s'appelle un crack. Ça s'appelle un crack. Exactement, et on pourrait citer la Deutsche Bank et d'autres banques en zone euro où on voit effectivement que le secteur est dans la tourmente parce que depuis le Brexit encore plus, on a un réajustement des primes de risque et on se dit ah là là quelle horreur, les créances douteuses, les banques italiennes vont pas pouvoir faire face, c'est 360 milliards d'euros de créances douteuses. Et puis malheureusement depuis le 1er janvier on a instillé un genre de poison, c'est-à-dire que ceux qui vont devoir payer ces créances douteuses à un moment donné, c'est le message de la BCE parfois, ce sont les épargnants et ce sont les actionnaires. Ouais. Et vous savez que les épargnants et les électeurs, ce sont les mêmes. Donc malheureusement, on va devoir demander aux Italiens peut-être de mettre la main à la poche. Et donc la semaine dernière, on a eu ce scénario de contagion, de dire ah quelle horreur, les épargnants électeurs italiens vont être vont être vraiment mécontents pour le coup et on reparle du référendum. Et puis la semaine dernière encore, jeudi, vendredi, le vice-président de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne sont venus nous sauver en disant vous inquiétez pas, on aura sans doute une solution publique et les épargnants ne seront pas mis à contribution. Mais en tout cas, on a ces deux scénarios. Eh oui, un scénario pessimiste, très pessimiste que vous venez de décrire et qui sur certains plans, certains fronts semble s'enclencher post-Brexit, et puis au contraire le scénario de la Banque de France qui nous dit que ce Brexit n'aura a priori quasiment pas d'impact sur la croissance française. Du coup, d'après vous, lequel de ces deux scénarios devrait finir par l'emporter, le pessimiste ou le plutôt pas rassuré, mais voilà, le scénario qui nous dit qu'il n'y aura pas de gros impact? Alors quand on regarde, on écoute la Banque de France, je vous montre les deux rapports qui sont sortis le même jour. Donc la semaine dernière, on a la Banque de France qui nous sort un rapport en considérant que Brexit, taux bas, elle incite les épargnants à prendre des risques, plus de risques, en considérant effectivement que les taux sont tellement bas que les épargnants ont devant eux des opportunités sur les marchés financiers. Il faut absolument qu'ils réorientent leur épargne. De l'autre côté, on a un scénario AMF
l'autorité des marchés financiers, qui le même jour sort son rapport en alertant les épargnants, les risques augmentent fortement post-Brexit et avec les conditions de taux bas. Donc même les autorités de tutelle ne savent plus trop en fait à quel sens se vouer. Je pense que derrière ces deux types de rapports, on a en fait un scénario de contagion politique, puisqu'on sait qu'on a devant nous des élections et des référendums, et on a un scénario de questionnement vis-à-vis de la politique de la BCE, qui est un petit peu la seule à prendre le relais de la croissance, puisqu'on n'aura pas de relance budgétaire. Vous avez vu que la Commission européenne pointe du doigt les déficits qui filent en France, en Espagne, au Portugal. Et donc on est un petit peu coincé dans ce scénario. La différence avec Lehman Brothers, et c'est pour ça que c'est intéressant pour les épargnants de s'y préparer, c'est que Lehman Brothers, on savait difficile d'anticiper à 6 mois ou à 3 mois ce qui allait pouvoir se passer à l'époque. Aujourd'hui, le Brexit, on le savait. C'est-à-dire qu'on avait anticipé, la date était fixée. Donc on a déjà la date du référendum italien, on a déjà la date des élections. C'est pas un référendum, en Italie, c'est quand même pas un référendum, il faut le préciser à ceux qui ne suivent pas au quotidien, c'est pas un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est plus un référendum sur la constitutionnalité de certaines mesures prônées par Matteo Renzi, mais c'est vrai qu'il joue son poste, et s'il quitte son poste, s'il perd ce référendum, exactement, là les populistes pourraient arriver au pouvoir éventuellement. Toutes les élections qui vont arriver dans l'année qui viennent seront cristallisées autour de Europe ou pas Europe, référendum ou pas référendum, au final. Même les élections françaises, quelque part. Hein. Ouais. Et donc, c'est europhobe contre europhile. Et donc, finalement, on a ça en ligne de mire et on sait qu'il faut absolument diversifier ses portefeuilles. Impossible de timer le marché, c'est le conseil du jour et c'est ce qu'on avait évoqué ensemble. C'est-à-dire impossible de dire qu'à partir de telle date, le marché sera moins volatile, etc. Non. Voilà, donc très difficile de timer le marché action. Si vous avez essayé la semaine dernière ou depuis le début de l'année ou depuis un an, je pense que... Vous êtes planté. Vous êtes planté. Et par contre, sauf ceux qui nous ont dit que toute l'année serait volatile. Pour l'instant, ils ont... Voilà, vous pouvez acheter de la volatilité. Vous pouvez en tout cas diversifier vos portefeuilles, des obligations, de la dette émergente, de l'or, du high yield, etc. Ce sont des classes d'actifs qui peuvent vous protéger. Vous pouvez aussi vous diversifier internationalement, puisque si l'euro est un petit peu dans la tourmente et que la zone européenne, ça vaut le coup d'acheter des actions américaines, des actions émergentes et d'autres types de classes ou de la dette émergente. Mais des actions américaines, Wall Street est tout proche à nouveau de ses records. Alors on attend les publications qui vont démarrer cette semaine aux États-Unis, mais on ne se dit pas parallèlement que Wall Street, malgré tout, est plus chèrement valorisé que l'Europe. Du coup, il faut faire attention. C'est une zone de visibilité, c'est un marché refuge, c'est le dollar, donc il y a un effet devise. Et puis vous avez vu que les dernières statistiques, création d'emplois, plus 300 000 à peu près, enfin il y a des chiffres de création d'emplois qui restent très élevés, consommation des ménages, avec en plus la Fed qui est un petit peu en stand-by. Donc ça donne aussi de la visibilité sur le marché américain. Diversification sur toutes les classes d'actifs, diversification internationale, utiliser aussi des gérants très actifs, puisque dans cet environnement très compliqué, les gérants actifs tirent leur épingle du jeu, on le voit depuis le début de l'année et sur une certaine période, depuis un an. Donc il faut continuer, c'est le message de Morningstar, de faire confiance aux stocks et aux bond pickers. Voilà, et donc éviter tous les produits type ETF ou tracker qui pour le coup sont de la gestion plus passive et qui performent moins forcément. Ouais, sur un indice équilibré, 50% actions, 50% taux, vous avez un indice qui a fait 0% sur un an, vous avez des très bons gérants qui font plus 10, plus 13 sur un an et des gérants qui font moins 10, moins 13 sur un an. Donc vous voyez qu'il est quand même dans un environnement compliqué de délivrer de la valeur. Regardez bien justement pour les sélectionner sur le site internet de Morningstar ou sur BFM, les performances justement sur 6 mois ou sur un an. Et vous allez voir ceux qui sont plutôt multi-assets, comme on dit, bien diversifiés sur toutes les classes d'actifs. C'est un petit peu l'ère du 4-4 si vous voulez en ce moment. Donc mettez du 4-4 dans votre portefeuille ou au contraire ceux qui sont un peu monomaniaques zone euro et qui essayent de timer une flexible 0-100 et le 0-100 malheureusement, est un peu dans la tourmente. Et vous nous disiez les émergents, vous parliez de Wall Street bien sûr, mais aussi les émergents attractifs, intéressants en ce moment plutôt que la zone euro. Ils ont déjà surperformé depuis le début de l'année. Pour vous, il y a malgré tout encore plus de potentiel qu'en Europe? Oui, il y a encore plus de potentiel. Déjà, comme on le disait, la Fed laisse un peu de répit, donc ça donne un peu de visibilité aux émergents. Ouais. Il y a l'impact des matières premières qui a donné un peu de souffle à ces pays. Et post-bulle qui a éclaté en 2015, on trouve des marchés intéressants, des valorisations intéressantes sur les marchés émergents. Donc diversification à tout craint, surtout ne rentrez pas dans ce piège monomaniaque, scénario
euphorie ou catastrophisme. Voilà, on voit que les choses sont souvent beaucoup plus compliquées et on le voit à travers ce Brexit dont on ne sait même pas quand l'article 50 sera actionné. En revanche, Theresa May est largement favorite désormais puisqu'elle est seule en lice pour devenir la prochaine Premier ministre au Royaume-Uni. Une dernière question, entrée dans la période des publications d'entreprise. Là, ça démarre dès ce soir aux États-Unis avec Alcoa, les banques américaines en fin de semaine. Est-ce que vous pensez que cette saison de publication pourrait malgré tout aider les marchés à devenir moins obsessionnels vis-à-vis du Brexit, moins monothematique, on va dire? Alors si effectivement, se réintéresser aux fondamentaux des entreprises. Oui, si la BCE calme du côté italienne politique donne un peu de visibilité au marché, on va revenir aux fondamentaux, soit macroéconomiques, soit microéconomiques. Pour l'instant, les marchés, on le voit bien, ils coûtent assez peu. En fait, ces indicateurs microéconomiques et macroéconomiques, obnubilés par des défauts en Italie. Mais si effectivement la BCE confirme que les épargnants italiens ne sont pas mis à contribution, on pourra effectivement revenir dans un momentum plus positif. Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar France avec